Entrez rêveur, sortez manager. C'était le slogan d'une publicité pour une école de commerce placardée sur tous les murs des métros il y a 2 ans. Ça vous fait sourire? Le communicant qui l'a créé était lui très sérieux. Cette phrase percutante, très révélatrice des attentes, des objectifs et du processus de formation en école de commerce, c'est aussi le titre du livre de Maurice Midena, journaliste indépendant. En une phrase très simple, l'EMU Business School, c'est une école de la transformation inspirée par le mouvement des Early Makers. Audacity. It's the desire to change the world, and for the better. Like this guy. Audacity is also a daily struggle to defend our vision of the world by keeping a critical mind, but also humanity, empathy, respect. De l'humanité et du respect, ce n'est pourtant pas ce que vous décrivez dans votre livre, Maurice Midena. Vous avez enquêté pendant plus de 2 années sur la formation dans ces écoles de commerce et la réalité que vous nous dévoilez est bien moins reluisante que celle sur les plaquettes de publicité. Comment les étudiants sont-ils métamorphosés, façonnés, formatés pour devenir les managers de demain qui serviront aveuglément les entreprises pour toujours plus de croissance et de rentabilité, souvent au détriment des droits sociaux les plus basiques? C'est ce que nous allons voir dans cet entretien de l'Instant Écho. Alors Maurice, vous avez été vous-même étudiant en école de commerce et aujourd'hui vous êtes l'un des rares à oser critiquer votre école mais aussi l'existence même de l'ensemble des écoles de commerce. Pourquoi ? Je pense que pour vraiment bien comprendre le livre, il faut se dire que mon parcours est en tout point un parcours d'un étudiant classique d'école de commerce. Pour plein de raisons qui sont des raisons complètement subjectives et affectives et pas du tout des raisons qu'on pourrait penser comme rationnelles ou qui reposeraient sur un arbitrage voilà, tout à fait calculé. Étant donné que je voulais être absolument journaliste, je suis parti de mon école de commerce une fois que j'ai réussi les concours d'intégration aux écoles de journalisme. Et alors, qu'est-ce qui ne vous a pas plu en école de commerce quand vous êtes arrivé? Alors, comme beaucoup d'étudiants, ce qui ne m'a pas plu, c'est d'abord l'indigence complète des enseignements qui sont proposés. Alors, il se trouve que quand on vient de classe préparatoire, ce qui est le cas d'une bonne majorité des étudiants qui intègrent les écoles que j'étudie dans le livre, c'est qu'on est pendant 2 à 3 années de classe préparatoire, et même quand on passe à la fac, par ailleurs, imbibé de savoirs académiques, de savoirs ce qu'on pourrait appeler gratuits, c'est-à-dire des savoirs qui sont presque purement intellectuels et conceptuels, et qui ne sont pas du tout des savoirs opérationnels, c'est-à-dire des savoirs qui pourront vous servir concrètement et pratiquement, et en l'occurrence en école de commerce pour travailler dans des entreprises. D'un coup, vous arrivez dans un univers où, d'une part, les enseignements sont très faibles intellectuellement, où vous n'avez que des savoirs opérationnels et où vous vous rendez compte très très rapidement que finalement l'espace académique de l'école de commerce, c'est-à-dire les cours, donc les enseignements, les évaluations, etc., n'ont aucun enjeu. Parce que notamment, les évaluations, les partiels qui sont liés aux enseignements sont très faciles à valider, très faciles à valider, surtout pour des étudiants qui ont fait 2 à 3 années de classe préparatoire et qui se sont préparés à des concours très exigeants. Et que de toute façon, avoir des bons résultats ne détermine absolument pas votre réussite future, votre intégration sur le marché du travail. Alors c'est justement ça qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'on découvre que ce qui fait la réussite d'un étudiant qui va sortir d'une école de commerce, ce ne sont finalement pas ses résultats scolaires, mais tout un ensemble d'autres facteurs. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Qu'est-ce qui fait qu'on réussit en école de commerce? Alors on réussit, il y a plusieurs façons de réussir en école de commerce. Il faudrait être, pour être tout à fait honnête, on peut se rendre compte que réussir très bien dans on va dire l'espace académique de l'école, donc c'est-à-dire dans les cours, avoir de très bonnes notes dans les partiels, peut permettre, dans certains cas, de réussir professionnellement. Mais cela reste excessivement marginal dans la formation. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on devient un bon manager, finalement? Comment est-ce qu'on s'insère facilement dans le marché du travail? On peut dire qu'il y a deux ressorts. Le premier
c'est le réseau, et c'est un des arguments phares de vente des écoles de commerce, d'autopromotion d'elles-mêmes, et c'est même ce qu'elles répètent très souvent aux étudiants quand ils entrent dans l'école, c'est maintenant vous allez rentrer dans un réseau, dans une école avec, qui va vous permettre de vous offrir des stages, qui va vous permettre de vous offrir vos premiers boulots, etc. etc. Mais il y a aussi une autre chose qui est l'espace associatif des écoles de commerce. Et c'est dans cette association qu'en fait ils vont développer ce que la sociologie appelle un habitus, c'est-à-dire des modes de pensée, des modes de comportement, des modes d'action qui commencent à être incorporés de managers. C'est un peu l'opposition voilà, entre les étudiants cool et les étudiants pas cool. Les étudiants cool qui sont en vue dans l'espace de l'école de commerce, qui par conséquent peuvent prétendre à étendre leur réseau au sein de leur promotion, au sein de l'école, etc. Eux sont plutôt les étudiants qui vont se valoriser dans les associations qui participent à la vie intérieure de l'école, donc le BDE notamment, et tous les autres qui ont des projets même qui peuvent être soutenus par une certaine forme de ce que diront les autres étudiants de naïveté, c'est-à-dire à vouloir changer le monde en faisant des missions humanitaires, etc. Eux seront forcément plutôt moqués, plutôt mis de côté, ou en tout cas ne seront pas célébrés comme les autres et n'auront pas autant d'attention que les autres. Mais dans tous les cas, c'est à ce moment-là que se joue notamment la formation d'un réseau ? Alors, elle se joue à plusieurs endroits, c'est-à-dire qu'elle se joue en effet dans les associations, parce qu'en fait le réseau, si vous voulez, c'est pas du tout l'idée qu'on pourrait se faire de juste avoir un annuaire d'anciens, et on pioche un nom et on appelle, et ça se fait quasiment jamais comme ça en vérité. Et ensuite, il y a des sous-réseaux qui apparaissent, donc qui passent par les associations. Pareil, vous avez une annonce de job, vous êtes un jeune manager qui vient d'entrer dans une école, et qui vient de rentrer dans la vie professionnelle, et vous cherchez un stagiaire, et ben vous allez passer par le réseau de votre école ou par le réseau de votre association, etc., etc. Donc vous avez comme ça des stages qui se transmettent d'année en année dans les mêmes promotions, enfin dans les mêmes écoles, de promotion en promotion. Alors on comprend l'importance d'avoir un réseau, on comprend que donc l'intégration au sein des groupes d'étudiants est prépondérante dans une école de commerce, et vous évoquez les nombreux bizutages qui sont faits, qui sont plutôt qui sont des choses qui ont fait plusieurs fois scandale dans la presse. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur cette tradition presque des écoles de commerce ? Si vous voulez, c'est quand même une tradition qui est assez endémique dans l'ensemble de l'enseignement supérieur en France. Le bizutage, ça a toujours existé ou presque, ça existe pas qu'en école de commerce par ailleurs, mais il existe particulièrement dans une forme assez particulière. Et en fait, le bizutage, si vous voulez, il est excessivement multiforme et il a beaucoup de degrés différents. C'est-à-dire que selon la loi, tout ce qui est le bizutage, c'est à partir du moment où on incite une personne, que ce soit de force ou non, à faire quelque chose qui paraît humiliant. Pas qui paraît, c'est pas exactement l'intitulé, mais voilà, enfin, il y a quand même ces dimensions-là. Et donc en vérité, vous pouvez avoir des choses tout à fait horribles, comme par exemple, c'est raconté par un journaliste de Mediapart qui s'appelle Ibn Raïs, que je cite d'ailleurs dans le livre, où il développe par le menu le sexisme qui a lieu à l'EDEC et à l'ESSEC notamment, et à HEC. Mais ça peut être sur des formes beaucoup plus subtiles, beaucoup moins visibles et beaucoup moins, on pourrait dire, violentes. Puisque en fait, il y a beaucoup de gens qui vous diront qu'ils se sont laissés bizuter. Parce que c'est finalement la seule voie aussi pour être accepté. C'est exactement ça, c'est parce qu'ils voient dans l'acceptation du bizutage, ou en tout cas dans une de ces formes modérées qui est tout à fait endémique dans les écoles de commerce, de pouvoir se faire bien voir dans l'école. Et ça, c'est très important pour deux raisons. Alors, elle est importante parce qu'elle peut vous permettre d'exister dans l'école et donc de vous faire un réseau et de préparer l'après. Mais elle est aussi importante en tant que telle parce qu'en fait, tout simplement, la gloire, être reconnu, se faire des amis, multiplier les interactions sociales, etc., c'est une source réelle de plaisir pour ces étudiants qui leur permet, notamment en partie, d'apprécier leur passage en école et de mettre de côté tout ce qui pourrait au premier abord les répugner, c'est-à-dire notamment les enseignements, l'indigence des enseignements et même l'ambiance un petit peu générale de l'école de commerce, ou l'image qu'ils pourraient en avoir.
Justement, en parlant de cette ambiance, vous décrivez ce que vous appelez l'expérience d'étudiants en école de commerce. Vous parlez d'un glissement des étudiants d'un habitus académique à un habitus de manager au contact des cours et des associations, justement. S'accompagne, je vous cite, sous l'influence de la vie de l'école, d'un glissement de valeurs communément admises vers des normes plus libérées, voire brutales. Et je pense notamment à cet exemple que vous citez d'une jeune fille qui raconte avoir été élue pute du mois dans le journal de l'école avec un photomontage d'elle en train d'avoir un rapport sexuel. Comment est-ce que vous pourriez développer cette idée de glissement vers des normes plus brutales? De ce glissement justement d'un intérêt académique qui s'estompe vers vraiment les intérêts d'essayer de devenir un bon manager, s'accompagne donc d'un espèce de glissement moral qui en fait est aussi très lié au bizutage. C'est-à-dire que le bizutage et le glissement moral des étudiants se caractérisent par une véritable vulgarité revendiquée, par des comportements abrutissants, qui passent notamment par une consommation d'alcool complètement démesurée et complètement obsessionnelle. Une sexualisation aussi, une hypersexualisation. Qui sont les deux tenants justement de l'expérience de l'expérience étudiante, qui sont donc la consommation d'alcool endémique et la sexualité endémique. Alors, sans aucun jugement moral par ailleurs là-dessus, mais jusqu'au jour où le problème de la consommation sexuelle des étudiants, qui est très très forte, elle est à double tranchant parce que par exemple, et c'est là que dès qu'on parle de sexualisation et de sexualité en école de commerce, intervient le sexisme de façon quasiment systématique. C'est-à-dire que la consommation sexuelle est tout simplement quelque chose de très commun quand vous vivez dans des vases clos de façon permanente, tous ensemble, aux mêmes endroits, et que vous ne sortez quasiment jamais de ce cercle-là. C'est aussi, pour certains individus, un moyen d'exister socialement, puisque votre notoriété aussi augmente en fonction du nombre de vos partenaires sexuels. Et par contre, intervient le sexisme parce qu'un garçon, un jeune homme en tout cas, qui consomme énormément de jeunes femmes, parce que là aussi il y a quand même... C'est très hétéronormé. Oui, le mot consommer vient assez rapidement. Il vient de l'école de commerce. On peut dire, il vient en tout cas du monde de l'économie, quoi, enfin du monde de l'entreprise. Mais c'est plus le mot consommer des femmes, c'est quelque chose que vous avez entendu. Mais par contre, voilà. Alors non, celle-là, c'est vraiment moi qui l'utilise. Le mot qui est très utilisé, par exemple, moi à Audencia quand j'étais à Nantes, c'était le mot valider. Voilà, on parle d'une validation, par exemple. On dit quand vous couchez avec quelqu'un, vous dites que vous validez cette personne. Et l'utilisation du mot valider est aussi utilisé, et c'est ça qui est plutôt assez ironique pour les partiels. Quand on dit qu'on valide un partiel, c'est quand on a réussi notre partiel, et de la même manière, on utilise le mot valider pour dire quand on a validé une personne. D'accord. Voilà. Autant ça peut être très bénéfique pour un garçon, autant une jeune femme qui validerait trop de garçons serait tout de suite qualifiée de salope, de pute. C'est ce qu'on appelle le syndrome, c'est ce que la sociologue appelle le syndrome de la putain. On dévalorise très rapidement une femme qui couche trop, et qui couche trop, là aussi je mets des guillemets partout évidemment. Et c'est exactement ce qui est arrivé à la personne qui est appelée Laura dans le papier, qui en effet... parce que certains hommes qui s'occupent de journaux informels dans les decks ont considéré qu'elle avait trop couché, ont passé des mois et des mois à l'humilier en l'accusant d'avoir fait venir des MST dans l'école, en la qualifiant de pute du mois, etc. Et donc ce bizutage qui est endémique en école de commerce et qui peut arriver, qui est tellement systémique qu'il a en effet des degrés très différents en fonction des écoles. Le bizutage arrive de façon tout à fait naturelle à des niveaux tout à fait immaîtrisables, et on en arrive à des humiliations terribles de la part des étudiants qui sont humiliés par leur père, quoi. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle La crème de la crème, qui parle d'étudiants en école de commerce, dans une prestigieuse école de commerce, qui monte un réseau de prostitution au sein de leur école et qui, parce qu'il y a cette misère sexuelle de certains étudiants qui du coup payent pour pouvoir coucher avec des étudiantes qui, elles, ont besoin d'argent. Ce film avait fait quand même beaucoup de bruit à l'époque. Est-ce que ça vous semblerait plausible? Est-ce que pour vous c'est réaliste ce type
Alors, il n'est pas du tout réaliste ce film. Bon, alors il y a des phases qui le sont, qui en effet rappellent assez bien l'école de commerce quand vous y avez été. Les étudiants qui, ivres morts à la fin de leur soirée, chantent les lacs du Connemara, bon ça, il n'y a pas de souci. Ou le ventre glisse dans les couloirs des internats, ça on l'a vu. Mais le problème, c'est que ça sous-entendrait, en fait, le film de Kim Chapiron sous-tend que les étudiants sont conscients des règles et surtout mettre des mots très précis sur les grands mécanismes qui régissent le monde économique. Et ça, c'est à mon avis vraiment se tromper de fil analytique. Parce que la grande force de l'école de commerce, c'est de former des étudiants qui vont devenir des managers, de très bons managers opérationnels, c'est-à-dire des gens qui vont être capables de coordonner des équipes, de gérer des projets, etc. dans les entreprises, sans jamais leur dire ou leur montrer ou leur faire penser les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire sous le fait que le monde fonctionne sous la domination d'une organisation capitaliste et d'un dogme néolibéral. Ça, jamais. Et donc, il y a beaucoup d'étudiants que j'ai interrogés qui m'ont dit mais en fait, l'école de commerce, il n'y a rien de politique en école de commerce. Et quand vous entendez ça, quand vous êtes sorti de l'école de commerce, quand vous y êtes, je me souviens qu'on m'aurait dit ça quand j'étais en école de commerce, je leur ai dit oui, en effet, rien n'est politique en école de commerce. En sortant, tout m'est apparu de façon complètement différente. Parce qu'en effet, et c'est la grande force, et c'est pour ça que j'essaie d'expliquer dans le livre que je pense que les écoles de commerce sont symptomatiques de l'esprit du néolibéralisme et de l'esprit du capitalisme, c'est que non seulement l'école de commerce empêche de penser en dehors du cadre néolibéral et capitaliste, mais c'est qu'en plus elle en fait disparaître complètement les bords. Et c'est-à-dire qu'elle confère au mode d'organisation des entreprises, au mode d'organisation du capital, au mode d'organisation du salariat, etc. Et ça, j'essaie de le documenter le plus précisément possible dans le livre, des états de fait indépassables, des états de fait naturels, comme si c'était comme ça et qu'on ne pouvait rien faire d'autre que l'accepter et ce qu'on appelle être pragmatique, c'est-à-dire suivre une réalité qui est en fait une réalité historiquement, socialement, économiquement construite. D'où vient cette revendication du rejet de l'intellect pour des élèves qui sont quand même issus de filières académiques d'excellence à la base? Alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on peut dire que la promesse de l'école de commerce, c'est qu'à partir du moment où vous avez travaillé dur d'arrache-pied pendant 2 ou 3 ans et que vous vous êtes donné quasiment à corps perdu dans l'intellectualité, qu'à partir du moment où vous êtes en école de commerce, c'est terminé. Et c'est d'autant plus pour ça, vous vous donnez à fond d'autant plus pendant 2 ou 3 ans que vous savez que, d'une certaine manière, quand vous rentrez en école de commerce, ce sera terminé. Et que l'école de commerce, ce n'est plus le moment où on apprend des choses, on étoffe notre culture générale, c'est un moment où on apprend à être un manager. Et en fait, l'environnement vous le fait comprendre rapidement. De toute façon, à partir du moment où vous savez que les cours n'ont plus aucun intérêt, vous n'avez plus aucun intérêt à vous engager dans ce qu'on pourrait appeler dans la voie de l'intelligence. Donc on a des étudiants qui, pour certains, reproduisent une certaine forme de violence sur d'autres étudiants, dans un environnement qui est extrêmement codifié, des cours qui sont assez pauvres finalement intellectuellement, aucune stimulation intellectuelle. Et c'est donc ces gens-là qui vont devenir les managers de demain, qui vont s'insérer dans le monde économique. Selon vous, cette formation dans les écoles de commerce, quelles conséquences elle a sur le monde du travail? Alors c'est très compliqué, mais elle a plusieurs incidences. Je pense que mais je ne pense pas qu'elles soient si claires que ça de prime abord. C'est-à-dire que déjà, il ne faut pas s'imaginer que la majorité des gens qui sortent d'école de commerce sont des gens qui ne côtoieront jamais d'ouvriers, jamais de travailleurs précaires, à part peut-être les femmes de ménage qui viendront nettoyer leur bureau, en vérité. Mais quand vous faites du conseil ou de l'audit, ou de l'audit financier, ce qui est quand même la majorité des postes octroyés à ces étudiants et aux diplômés, quasiment aucun, oui, ne vont se mêler aux classes populaires ou aux classes ouvrières ou aux travailleurs manuels ou aux travailleurs précaires, en vérité. D'ailleurs, vous le dites, l'entre-soi social n'est pas un mythe en école de commerce. Les campus sont des repères d'enfants des classes supérieures et de la bourgeoisie. Voilà, donc il y a un entre-soi social très très puissant en école de commerce dont les étudiants ne se rendent même pas compte eux-mêmes, en vérité. Et en fait, c'est un entre-soi que l'on va retrouver dans les open space plus tard.
C'est-à-dire que de loin, que ce soit dans les startups ou que ce soit dans les grands cabinets de conseil, etc., on a une domination très large des gens qui en fait, ont étudié entre eux et qui vont ensuite travailler entre eux. Et de fait, une fois qu'ils vont, pour certains, prétendre à des postes très élevés dans la stratégie des entreprises, etc., ce sont des gens qui ne côtoient plus de personnes qui... Même jamais côtoyées, finalement. Même très certainement jamais côtoyées. Et donc, en fait, toutes les réalités de violence du capitalisme, les liens de subordination, la pauvreté, les gens qui sont mal payés, les emplois, la pénibilité des emplois, ce sont des gens qu'ils ne côtoient pas, qu'ils ne connaissent pas en vérité. Ils prennent pourtant des décisions pour... Et ils vont prendre des décisions sur la vie de ces gens. Quand vous faites de la fusion-acquisition, que vous allez fusionner des entreprises et que cela implique à un moment donné de mettre des gens à la porte, eh bien vous ferez ce qu'on appelle de la restructuration, vous mettrez des gens dehors, vous ferez des licenciements ou des suppressions de postes, sans jamais entrevoir la réalité humaine qu'il y a derrière. C'est-à-dire que quand vous détruisez un poste, vous mettez en tout cas, vous faites un licenciement, vous mettez quelqu'un dehors, sa vie sera complètement bouleversée, mais cela passe bien après l'impératif de rentabilité et de réussite de l'entreprise, qui est la condition numéro 1 de toute façon, qui doit aiguiller votre travail en tant que manager. Et alors, à un moment dans votre livre, vous citez quelqu'un qui dit « l'école de commerce rend con ». Est-ce que vous trouvez que l'école de commerce rend con? Alors, plutôt que de le dire en ces termes, je vais essayer de développer un peu l'idée. C'est-à-dire que c'est une étudiante qui, en fait, en sous-texte, explique qu'il y a énormément de gens qui rentrent en école de commerce qui sont des élèves excessivement studieux, très sérieux. Et vous avez en quelques semaines un basculement complet de certains d'entre eux qui deviennent qui se comportent comme des bœufs. Voilà, ça par contre, ça on peut dire, comme des bœufs. C'est-à-dire qu'ils vont sortir 3 fois par semaine et être ivres-morts. Alors il y a plein de façons d'être bête en école de commerce. Hein. Je crois pas que j'en parle dans le livre, mais par exemple, il y a des écoles où il est institutionnalisé le jeu de casser un glaçon avec son front contre une table. Voilà, enfin des choses de ce genre. Mais ça paraît rien comme ça et ça paraît juste rigolo, mais en fait c'est tellement systématique qu'au bout d'un moment, les étudiants sont conduits de façon majoritaire à se comporter comme des bœufs. Et ça va avec une autre chose, c'est que, bon, à la limite, s'il n'y avait que ça encore. Mais le problème, c'est qu'eux-mêmes, les étudiants disent que depuis qu'ils sont rentrés en école de commerce, ils sont moins intelligents qu'avant. Alors ça, c'est des témoignages que j'ai eus. Pourquoi? Parce que, bon, non seulement ils se comportent comme des bœufs, comme des bêtes, on pourrait dire. Hein, je parlerais d'une sorte d'abrutissement intellectuel, mais en plus, ils n'ont aucune ou presque plus de stimulation intellectuelle. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent très peu à l'actualité. Ils sont tous... Déjà, le sociologue Gilles Lazuec leur marquait dans les années 90 que les étudiants revendiquaient le fait d'être complètement à côté de la plaque en termes de suivi de l'actualité, de ce qui se passe dans le monde. Et 25 ans après, c'est toujours le cas, en vérité. Donc à partir du moment où vous avez des comportements abrutissants de façon systémique et systématique, et que vous avez une absence de vie intellectuelle, eh ben, on peut dire que oui, on est face à une situation d'abrutissement général des étudiants. Vous dépeignez un tableau très noir de cette formation en école de commerce. Est-ce que, selon vous, il faut fermer, tout simplement, les écoles de commerce? Je ne pense pas, en l'occurrence. Si vous voulez, il y a deux choses. Premièrement, c'est que si on ferme les écoles de commerce, en fait, pourquoi est-ce qu'on fermerait les écoles de commerce? Parce qu'elles produisent des élites qui sont abruties, qui sont déconnectées des réalités, qui sont focalisées sur des logiques de rentabilité et qui ne semblent pas avoir une valeur ajoutée pour notre société, en tout cas à la lecture de votre livre. Tout à fait. Mais en fait, le problème, c'est que c'est parce que le monde est configuré de telle sorte qu'elle favorise, elle favorise de tels comportements et de tels impératifs. Dans un monde où l'organisation sociale et économique est régie par des principes tels que la propriété privée lucrative et le rapport de subordination salariale, qui se développent tous dans une configuration néolibérale où vous devez absolument libérer les échanges de capitaux, libérer les échanges de marchandises, que vous devez produire, surproduire et surconsommer pour que tout cela tienne, la seule issue possible, c'est de créer des écoles où on forme des gens qui servent ce modèle-là, en vérité. Et c'est pas un hasard si les écoles de commerce, c'est un modèle qui a 200 ans, qui a mis 200 ans à se développer.
quasiment sur la même temporalité que le capitalisme libéral puis néolibéral en France. C'est le produit d'une époque, c'est le produit d'un monde, de l'école de commerce. Et si demain vous les supprimez, vous aurez de facto une autre forme institutionnelle qui va se créer pour pouvoir répondre à un véritable besoin des entreprises en manager et en cadre de coordination. Supprimer les écoles de commerce, ça ne supprimera pas le besoin des entreprises d'avoir des diplômés d'école de commerce. Et donc on aura juste une autre institution qui va se créer pour faire la même chose. Et là-dessus, il faudra plutôt penser à comment est-ce qu'on peut se saisir de la formation de ce qu'on appelle aujourd'hui des managers pour faire de ces gens des gens qui ont d'autres impératifs que ceux de l'entreprise, c'est-à-dire des impératifs collectifs, des impératifs réels, avec des mots qui peuvent faire sourire par leur naïveté, mais de bienveillance, de respect d'autrui, d'égalité, de féminisme, d'antiracisme, etc., etc. Et ça, à mon avis, je pense qu'il y a une véritable idée de projet collectif et politique à avoir pour repenser la place qu'ont les écoles de commerce, pour repenser la formation de ce qu'on appelle des managers dans un monde qui pourrait, lui, être désinvesti des impératifs capitalistes. Eh bien, merci beaucoup, Maurice Midena, d'avoir été avec nous. C'est la fin de cet entretien. Je rappelle que votre livre « Entrée rêveur, sortez manager » est disponible aux éditions La Découverte. Si vous avez apprécié cet entretien, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Et si vous pouvez vous le permettre, devenez sociaux. Moi, je vous dis à bientôt. Journaliste indépendante, je travaille dans de nombreuses rédactions, dont celle du Média TV depuis quelques mois. J'y trouve un lieu de totale liberté d'expression où je peux donner la parole à des économistes hétérodoxes dont le regard ne peut qu'enrichir le débat démocratique et mettre en lumière les failles du néolibéralisme en cette période de crise sanitaire. Ici, je peux interroger des auteurs, des citoyens engagés, donner une voix à ceux qui n'en ont pas et mettre en lumière des idées différentes de celles que l'on voit dans le paysage médiatique traditionnel.